Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Notre invité aujourd'hui est un serial entrepreneur de l'éducation, Marc-François Mignot-Mahon. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. En 1997, vous fondez le CIFAP, puis le CIFACOM en 1999 et l'éthique en 2000. 3 écoles spécialisées dans le web et les nouvelles technologies. Ces écoles rejoignent le réseau Studialis en 2010, si je ne me trompe pas. La même année, vous prenez la tête du pôle art et création et vous créez également en 2012 la Web School Factory et devenez président de Studialis en 2015, puis président monde de Studialis et Galileo Global Education en 2016. Je ne me trompe pas, je crois, quand je dis serial entrepreneur de l'éducation, ça fait beaucoup. On vous surnomme également Marc-François Mignot-Mahon, le deuxième ministre de l'Éducation. Cette appellation vous convient-elle? Pas du tout. Pas du tout, j'imagine. Pourquoi on vous surnomme comme ça? Parce qu'il y en a un qui fait très bien son boulot et qui est en place. Et ce que je fais a rien à voir avec son travail. Nous, par contre, on a effectivement des responsabilités importantes puisqu'on forme près de 180 000 élèves dans le monde. Donc, je pense que c'est le volume qui a fait ce clin d'œil d'un journaliste. Mais effectivement, on a aujourd'hui, on est présent sur une quinzaine de pays et sur 4 continents. Donc, effectivement, c'est un groupe assez vaste aujourd'hui. Vous avez une autre forme de responsabilité. C'est ce que voilà. Vous nous dites, pas la même que celle du ministre. Comment et pourquoi êtes-vous arrivé dans le monde de l'éducation? Expliquez-nous. En fait, au départ, moi, j'étais plutôt un industriel dans les nouvelles technologies, dans tous ces domaines de l'innovation de pointe. Et c'était compliqué de trouver les compétences. C'était compliqué de trouver les compétences qui pouvaient dialoguer entre le design, entre le marketing, entre la finance même. Et l'ensemble de ces experts, en fait, parlaient peu et communiquaient pas. Et donc, on a décidé de constituer des écoles, notamment l'école éthique. Au tout départ, c'était un mouton à 5 pattes, la couverture. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'était des individus difficiles à trouver, pluricompétents, capables de s'inscrire dans des logiques projets. Et donc, on a créé des écoles, j'ai créé des écoles pour pouvoir fournir, en fait, ces personnes compétentes aux entreprises. On parlait moins de polyvalence à l'époque? On en parlait moins, mais c'était encore plus complexe, parce qu'en 1999-98, lorsque vous vouliez faire du web, c'était pas très facile à trouver. Vous aviez soit des informaticiens, soit des graphistes, soit des techniciens, mais vous aviez rarement des personnes capables de comprendre un projet digital. Ça s'arrange justement parce qu'il y a des écoles spécialisées qui fournissent ces profils. Vous parlez souvent d'un système éducatif trop rigide. Quelles sont ces rigidités selon vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système actuel? Je parle surtout, c'est pas de la rigidité dont je parle surtout du côté un peu les chapelles. Vous avez, vous faites une discipline et elle ne se marie pas avec l'autre discipline dans l'enseignement. Pourtant, le monde actuel, il est lié à cette pluridisciplinarité. Donc, forcément, c'est plus une nécessité de s'ouvrir que véritablement une rigidité. On le voit parmi les nombreux parcours, c'est ce que vous nous le disiez, de formation que vous avez créé. La question du numérique est centrale. Pourquoi ? Je ne sais même pas s'il faut que je réponde à la question. Oui. Évidemment que c'est central. Évidemment que c'est le futur de nos pays. Évidemment que c'est tous les métiers que l'on fait aujourd'hui ont un sous-jacent technologique digital majeur. Or, si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions, que ce soit pour un grand chef d'entreprise, pour un homme politique, pour le patron d'une organisation humaine, quelle qu'elle soit. Il faut comprendre les sous-jacents technologiques qui animent toutes les décisions qu'on va prendre. Même dans des disciplines qui, sur le papier, ne parlent pas numérique, que ce soit, vous parliez tout à l'heure du design, des arts plastiques, je ne sais pas, du théâtre. Regardez, on a créé une école, l'Institut culinaire de France. Dire qu'est-ce que le digital vient faire dedans. Bien, aujourd'hui, si vous êtes un futur chef, vous devez avoir un personal branding. Vous devez travailler votre propre marque. Vous devez faire connaître ce que vous faites. Et ça passera par le digital. Vous n'allez pas, aujourd'hui, faire des flyers qu'on distribue dans la rue. Ça, c'est un peu passé de mode. Donc, il va falloir exister sur la toile. Il va falloir faire en sorte que votre marque soit reconnue. Et ça s'apprend.
Comment vous vous assurez alors qu'au sein de tous ces établissements de Galileo, le numérique tienne une place centrale au sein du cursus, évidemment, de la pédagogie même? La thèse de toutes les écoles du groupe, c'est de pouvoir travailler ensemble afin de proposer à nos jeunes une éducation peut-être plus large et plus riche que ce qui était proposé auparavant lorsqu'on avait des chapitres, des chapelles, des secteurs bien identifiés. Et donc, dans la série des grands éléments transverses, le digital traverse tous nos cursus. Et les experts, dans les écoles spécialisées comme éthique ou comme l'école du multimédia ou comme il y en a beaucoup dans le groupe, ces experts vont aussi intervenir dans les écoles avec vraiment toute leur qualité, tout ce qu'ils amènent de précis et d'exigence, puisqu'ils sont experts du secteur. Ce ne sont pas des gens qui ont une teinture de digital, ce sont des experts du digital qui viennent, avec leur niveau d'exigence, apprendre à des gens qui suivent des études de marketing, des gens qui suivent des études dans la gestion du sport, les parties digitales. Comment vous faites le lien entre toutes vos écoles, toutes ces institutions? Justement par cette nécessité de travailler ensemble. Marie Stanford parlait de cet étudiant en T, érigé sur une compétence, mais les bras ouverts sur le monde, qui permettent de travailler en mode projet. Donc, elles se lient entre elles parce qu'on fait des cursus ensemble. Voilà, si je continue de l'Institut culinaire de France, vous avez des écoles de design qui viennent apporter le design culinaire. Vous avez des écoles de digital qui vont apporter les techniques de commercialisation digitale et du personal branding. Et vous avez des écoles de finance qui vont dire voilà, la gestion du restaurant. Vous avez les cours Florent qui vont apporter la scénarisation, parce que c'est un ballet de faire restaurant. Vous voyez, typiquement, tout le monde va se retrouver autour de projets pour donner cette pluricompétence que le monde aujourd'hui attend à chaque fois qu'on doit trouver un travail. On comprend bien ce qu'apporte cette diversité des parcours. On peut parler aussi avec vous de la création récente d'Eva Santé, la première école de formation d'aides-soignants, plus numérique, concentrée aussi sur l'apprentissage. Est-ce que c'est la crise qui a mis en relief un besoin de renouvellement dans ce domaine? Alors, la crise sanitaire, elle a aidé évidemment à prendre conscience que, évidemment, on avait tous besoin de ces milliers de soignants et qu'on n'avait pas forcément l'ensemble. Mais c'est une crise là d'emploi qui existe depuis longtemps. Les grands groupes mondiaux qui veulent se développer, ils ne trouvent pas les compétences aujourd'hui. Dans le même temps, on a vu que s'il y a une crise sanitaire, il faut les personnels. Dans un autre temps, on a également compris qu'il fallait former des individus qui n'étaient pas forcément conscients que ces métiers existaient. Et donc, c'est paradoxal d'avoir des centaines de milliers de chômeurs et des centaines de milliers de postes non pourvus. Alors nous, on fait cette glu. On est allé voir en disant, écoutez, on va digitaliser une partie des parcours, on va faire cette expérimentation en région, et je salue la région Grand Est qui a lancé cette expérimentation, en allant prendre des jeunes... Elle s'ouvre à Metz, c'est ça? Elle s'ouvre à Metz, l'IFAS, Institut de formation aux aides-soignantes, et elle va être en partie digitale. Ça permet de pouvoir, non pas traverser le territoire et la moitié du pays pour aller se former. Donc on apporte la formation au plus près des jeunes. Ensuite, ça permet de répondre aux besoins. C'est en apprentissage, c'est une grande victoire. L'apprentissage, c'est vraiment une recette miracle contre le chômage. Donc on va prendre aujourd'hui les jeunes là où ils sont et les amener au plus près des besoins des entreprises. On marie ça avec du digital et de l'apprentissage. Et on obtient vraiment une chose dont on est très fier. 85%, je crois, la question de l'employabilité, elle se situe autour de 85% pour les étudiants de Galileo, le taux d'employabilité. Comment vous expliquez ce chiffre? C'est ça, c'est que vous arrivez à faire les bonnes connexions entre les attentes des entreprises et absolument. Une des grandes promesses, c'est l'employabilité. Nous sommes au service de l'emploi. Et donc, lorsqu'on va faire fonctionner un cursus, c'est parce qu'on sait que les entreprises ont besoin et elles nous parlent. Et on co-construit ensemble une démarche en disant, tiens, là, ici, dans telle région, ou même globalement, on a besoin de faire ces modifications parce que ces compétences-là sont nouvelles. Franchement, si vous pouviez... Et c'est notre métier de construire des cursus, d'être le tiers de confiance entre l'entreprise et le jeune pour amener le jeune dans l'emploi.
On va reparler d'apprentissage. Vous êtes à l'initiative avec le cabinet Asterès d'une étude sur l'impact économique de l'apprentissage en France. Elle révèle que sur 4 ans, les promotions d'apprentissage généreront 425 000 emplois supplémentaires en comparaison avec des parcours sans apprentissage. Vous le disiez, l'apprentissage pour vous, c'est l'arme anti-chômage des jeunes. Alors, je vous remercie de poser cette question-là parce qu'elle est centrale. On a fait une étude qui est unique. On n'avait pas compté avant l'ensemble de l'impact économique de ce qu'est l'apprentissage. Et elle tord le cou, cette étude, à plusieurs idées reçues. La première, c'est que l'apprentissage, ça coûte de l'argent à l'État. Eh ben non. Ça rapporte, si on arrive à mettre 1 million de jeunes apprentis dans le supérieur au lieu des 500 000, ça rapporterait 11 milliards aux finances publiques. Bien. Deuxièmement, ça rapporterait 44 milliards de PIB. Je ne sais pas quelle mesure peut rapporter 44 milliards en 5 ans. Et ensuite, 500 000 emplois. 500 000 emplois, c'est la fin du chômage des jeunes. Et donc, c'est vraiment un médicament miracle, parce que ça permet de mettre des jeunes mieux formés dans l'entreprise, qui a désespérément besoin de jeunes avec ses compétences. Donc, on fait cette liaison, l'apprentissage, c'est aussi le retour de l'ascenseur social. Parce que comment financer des études de plus en plus longues, de plus en plus coûteuses? Comment on fait? L'apprentissage répond à cette question. Et c'était pour montrer ça à qui? Alors, à l'ensemble, je dirais, des entreprises qui se disent « c'est super, mais est-ce que c'est pas réservé aux choses techniques ?» Ben non. On peut devenir ingénieur, on peut devenir financier par l'apprentissage. Au pouvoir public, en leur disant « ce que vous avez fait, qui est formidable, franchement, c'est formidable, tout ce qui a été fait, un jeune solution, l'ensemble des dispositifs du gouvernement, ça a aidé beaucoup. Il faut continuer. Ça ne vous coûte pas d'argent, ça vous en rapporte tout de suite, directement et indirectement. Et puis, effectivement, à l'intention des jeunes, pour leur dire, attendez, moi, je propose de refonder un peu le pacte qu'on a entre la nation et les jeunes, un espèce de New Deal avec notre jeunesse, en disant, attendez, vous avez tous droit à un contrat emploi et formation. Et l'apprentissage ne se substitue pas aux autres, ça devient en complément. Donc si on peut réduire le chômage des jeunes par 2, soit retrouver le plein emploi d'ici à la fin du quinquennat, j'interpelle nos candidats à la présidence de la République formellement en disant « venez, on en dialogue ensemble, on a un truc qui marche, là, ça marche ». Et nous, on en a plusieurs dizaines de milliers et ça fonctionne. Donc c'est pas une idée, c'est concret. Merci beaucoup Marc-François Mignon-Mahon d'être venu sur le plateau de Smart Éducation. Et merci à vous. Nous parler de tous ces sujets-là. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.